Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission qui traitera du sujet de l'hypnose. Vous avez été plusieurs à me le demander, donc aujourd'hui on verra de façon globale et générale, sans trop rentrer dans les détails, les différents points clés d'une séance d'hypnose de rue dite classique. Avant de détailler une séance d'hypnose, j'aimerais séparer son utilité en trois catégories bien distinctes ayant chacune un but bien précis. En premier lieu, nous avons l'hypnose thérapeutique qui fait son apparition vers la fin du XVIIIe siècle avec Franz Anton Mesmer. Ce n'est pas encore l'hypnose que l'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'il a appelé le magnétisme animal. Il y a James Braden, connu dans le milieu pour ses travaux qui ont permis une avancée considérable dans l'anesthésie par l'hypnose. Il est aussi l'un des premiers à avoir utilisé le terme hypnose. L'hypnose thérapeutique est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à des noms comme Bernheim, Charcot ou même Freud. Milton Erickson, quant à lui, a complètement révolutionné l'hypnose grâce à ses techniques modernes et, de par une suite logique, lui a même donné son nom, l'hypnose ericksonienne. Ensuite, nous avons l'hypnose de spectacle. Cette fois-ci, le but est de divertir, de faire rire les gens, de faire le show, via les médias ou des représentations sur scène. Ces dernières années, un grand nom est sur toutes les lèvres dès qu'on commence à parler d'hypnose, c'est celui de Mesmer. Enfin, nous avons l'hypnose dite de rue. C'est sur cette forme-ci que je développerai le plus. En France, l'hypnose de rue est relativement récente, à peine quelques années, elle nous vient des États-Unis. Contrairement à l'hypnose thérapeutique, l'hypnose de rue n'a pas vocation à soigner. Elle se rapproche un petit peu de l'hypnose de spectacle, mais n'est pas là pour faire de l'argent, ni même forcément pour faire rire les gens. Ça a plus un but un peu ludique. Tout d'abord, il faut oublier tous les mauvais a priori que vous pourriez avoir au sujet de l'hypnose. Cette pratique n'est pas aussi obscure que ce qu'on pourrait croire. En réalité, c'est plus un mix entre la détente et l'imagination. Et via ce mélange, l'inconscient passe légèrement devant le conscient qui reste présent. Il faut aussi ne pas oublier qu'on ne perd pied à aucun moment. On ne dort pas sous hypnose et on reste totalement conscient de ce qui se passe autour de nous. Il faut aussi savoir que nous ne pouvons pas être hypnotisés sans notre accord. Tout le processus est basé sur le volontariat, et uniquement sur le volontariat. L'hypnose est ce qu'on appelle un état modifié de conscience, ou EMC. C'est un peu tous ces moments dans la journée où notre corps est présent physiquement dans la pièce ou ailleurs, mais notre esprit est accaparé par autre chose. Lire un bouquin, regarder la télé, jouer à la console, regarder le nuage dehors pendant que le prof parle. Nous sommes présents physiquement, mais mentalement nous sommes accaparés par autre chose. En hypnose c'est pareil, notre corps est là, mais notre esprit est centré sur le même plutôt que sur le monde qui l'entoure, tout en restant en alerte. Alors qu'est-ce que le pré-talk ? Eh bien c'est ce que je viens de faire. Il s'agit en fait de rassurer notre volontaire, de lui expliquer de quoi il entend véritablement, de façon à ce qu'il soit même de se détendre pour tenter l'expérience. Si vous avez des questions en plus par rapport à cela, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et ensuite, eh bien il est temps de voir si notre volontaire est réceptif. Les tests sont là pour déceler plusieurs choses. La capacité de notre volontaire à se laisser aller, son niveau de réceptivité, mais aussi pour découvrir s'il ne s'agit pas d'une personne qui a juste envie de nous ridiculiser. Oui, ça arrive. Il en existe de toutes sortes, en commençant par le plus connu, le test des doigts aimantés, suivi par son frangin, celui des mains aimantées. C'est une routine qui est assez simple à mettre en place et qui permet rapidement de repérer les volontaires les plus réceptifs, chez qui on pourra rapidement et très simplement obtenir une catalepsie à froid. Je ne vais pas tout vous détailler les tests de suggestibilité, mais je peux vous en montrer un. Vous allez commencer par vous installer bien confortablement où est-ce que vous êtes, sur un canapé, une chaise, un lit, peu importe. Vous allez croiser vos mains comme ceci. Sans prendre appui sur vos genoux, vous allez tendre deux doigts vers le ciel et fixer un point entre vos deux doigts sans le lâcher. Vous allez prendre une grande inspiration et imaginez qu'au bout des deux doigts, on place un aimant. Quand je dirai le top, les aimants vont commencer à se rapprocher. À ce moment-là, vous allez juste continuer à vous détendre, prendre de grandes inspirations et laisser les doigts s'approcher tranquillement, l'un à l'autre. Ça peut commencer dès à présent. Et en fait, les doigts vont commencer à se rapprocher petit à petit. Les aimants de plus en plus puissants à chaque seconde qui passe, chaque petit bruit qui vous entoure vous permet de vous détendre un peu plus et fait en sorte de rapprocher les doigts de plus en plus, de mieux en mieux. Au bout d'un moment, vous allez sentir vos doigts qui vont commencer à se frôler, à se toucher, puis à se coller, à se souder. Au compte de 3, vous allez sentir que vos doigts sont totalement collés, totalement soudés, totalement scellés entre eux. C'est bien qu'avec le 1, cette colle commence à sécher. Avec le 2, vos doigts se scellent l'un à l'autre, comme si ils étaient en train de se forcer l'un contre l'autre. Au compte de 3, plus vous allez essayer de séparer ces doigts-là, puis il vous sera impossible de le faire. Et quand je claquerai des doigts, vous allez pouvoir tout simplement les séparer maintenant. Pour ceux sur qui ça a fonctionné, tant mieux, c'est génial. Pour ceux sur qui ça n'a pas fonctionné, c'est pas bien grave, c'est juste un petit test comme ça en vidéo. Si vous avez d'autres questions sur des tests de suggestibilité autres, il y aura moyen plus tard de faire une émission spéciale traitant du sujet. Une fois notre volontaire conditionné pour entrer en état d'hypnose, il n'y a plus qu'à faire le grand saut. Il faut tout de même savoir que l'induction n'est pas obligatoire. On peut très bien réaliser une séance d'hypnose dans un état de conscience normal dit de veille. En hypnose, il y a un état que l'on définit comme la dissociation.
la personne, le volontaire, dans cet état de profonde relaxation, se sent un peu comme déconnecté de la réalité, vraiment centré sur lui-même. Dans cet état-là, on peut rapidement enchaîner des phénomènes hypnotiques de plus en plus forts. Dans une séance d'hypnose sans induction, la dissociation s'installe progressivement au fur et à mesure des suggestions et phénomènes hypnotiques. En revanche, l'induction, et notamment celle avec une rupture de pattern, apporte une soudaine et rapide dissociation que l'on stabilise par la suite avec un approfondissement et un enchaînement de suggestions. Chaque volontaire réagit différemment selon leur capacité à lâcher prise. Certains auront l'impression littéralement de se sentir partir. Il faudra leur faire attention à ce qu'ils ne tombent pas par terre en les retenant et en leur disant tout simplement de rester bien droit sur leurs appuis. D'autres par contre auront limite l'impression de faire semblant. C'est pas bien grave. Tout comme les tests de suggestibilité, il existe un bon nombre d'inductions qui peuvent être réalisables. Comme les mains aimantées ou l'induction livret-ballon, une simple rupture de pattern suffit avec le mot d'or, puis l'accentuation de la détente, suivie par l'approfondissement. Contrairement à l'hypnose thérapeutique où l'induction peut prendre un certain temps, en hypnose de rue ou en hypnose de spectacle, on recherche la rapidité pour pouvoir enchaîner les suggestions et les phénomènes hypnotiques. Pour les plus réceptifs, l'induction peut se faire en une trentaine de secondes. Pour faire simple, un pattern est un schéma de pensée, une habitude. Lors d'une rupture de pattern, ce schéma est brisé, ce qui laisse le volontaire dans un état assez confus. Lors de cette confusion, une brèche se crée alors dans l'inconscient qui s'ouvre au monde et devient hautement suggestive pendant quelques secondes, quelques millisecondes. C'est ce laps de temps relativement infime qui permet à l'hypnose de ficher les suggestions directement dans l'inconscient. Exemple, quand vous voyez sur une porte l'écriteau « pousser », instinctivement vous allez tendre le bras, mettre votre poing en avant et pousser la porte. Si un petit malin s'est amusé à retourner l'écriteau et qu'en réalité il fallait tirer la porte pour pouvoir entrer, vous allez vous heurter à la porte et vous serez alors confus pendant quelques secondes. C'est le schéma de pensée qui s'est complètement brisé, qui sera alors confus pendant quelques instants et c'est ce moment qui est utilisé en hypnose pour pouvoir laisser passer les suggestions. Petite anecdote, Erickson, que j'ai cité un petit peu plus tôt, s'amusait à aller dans les salles d'attente des aéroports, tendait la main aux gens pour pouvoir leur serrer la main tout simplement, et au final, attraper leurs bras avec la main gauche, regarder leur montre en leur demandant l'heure, les féliciter, et repartir comme ça, comme une fleur, en laissant les gens dans un état relativement confus avec le bras en catalepsie. Après avoir induit la transe, il faut la stabiliser et amplifier le phénomène de dissociation. L'objectif est que le volontaire se sente glisser à l'intérieur de lui-même pour accentuer la détente. C'est comme ça que l'inconscient passe au premier plan en laissant le conscient et l'esprit analytique vagabonder au second plan. Encore et toujours, il existe différentes façons de réaliser un approfondissement, mais chacune se base sur deux choses. Donner des suggestions et ancrer le mot d'or, et amplifier le phénomène de détente, de relaxation et de dissociation. L'approfondissement par le décompte est le plus facile. Il s'agit par exemple de commencer par le chiffre 5 et de descendre progressivement jusqu'à 0 en demandant au volontaire de prendre de grandes inspirations à chaque décompte, de se détendre et de se laisser aller. On peut aussi utiliser des approfondissements avec des métaphores, comme l'image de l'escalier ou de l'ascenseur qui descend à l'intérieur de soi-même. Faut juste faire gaffe aux claustrophobes. Le fractionnement, qui consiste en une ouverture puis une fermeture et ainsi de suite des paupières, permet d'émerger puis de replonger un peu plus profondément à chaque fois. Les suggestions sont l'essence même de l'hypnose. Elles permettent d'approfondir la transe, de la stabiliser au maximum. Il existe un nombre incalculable de suggestions. Les seules limites sont notre imagination, l'imagination du volontaire et notre capacité à s'adapter à lui et à lui faire comprendre ce qu'on attend de lui. Il faut juste respecter un certain niveau de difficulté au niveau des suggestions. Avec l'hypnose, on peut réaliser des catalepsies, donc un membre impossible à bouger, à plier, une main impossible à décoller d'une surface, des amnésies, amnésie du prénom, d'un chiffre, d'une personne. On peut aussi jouer avec les émotions du moment, ancrer un bouton du rire, du sommeil, réaliser des hallucinations aussi bien visuelles, gustatives, olfactives, auditives. Les anesthésies sont aussi une suggestion qui se réalise très très bien. Comme je l'ai déjà dit, sous hypnose on ne dort pas. Mais dans la tête des gens, comme il y a un début d'hypnose, il faut aussi une fin. Comme nous ne sommes pas habitués à entrer en état d'hypnose, nous ne sommes pas aussi habitués à en sortir. Si le réveil n'est pas fait, on peut pendant quelques instants se sentir un petit peu déconnecté de la réalité, avoir un peu de mal à s'y retrouver. Une petite sensation de malaise, un peu comme une petite gueule de bois. Ces effets secondaires sont totalement temporaires, mais comme en hypnose de rue, le but est de passer un bon moment et que le volontaire garde un merveilleux souvenir de ce qui s'est passé, autant finir en beauté et faire un bon réveil, histoire qu'il se sente en pleine forme, le temps qu'il rentre chez lui. Le réveil réussi, il faut bien insister sur la bonne humeur, le retour à la normale, des bonnes sensations agréables qui peuvent se déchaîner dans le corps, une sensation de tonus, de boost aussi, de façon à ce que le volontaire garde un très très bon souvenir et soit en pleine forme à la fin de la séance. De par ces quelques minutes, je vous ai présenté brièvement en quoi consiste cette pratique. J'ai tenté de vous expliquer assez clairement les différents points clés d'une séance d'hypnose de rue, d'en dévoiler assez pour comprendre ce qu'est l'hypnose,
et la façon de parvenir à réaliser une séance relativement correcte. Bien évidemment, je vous ai montré qu'une toute petite partie de tout cela. J'ai essayé avec cette vidéo de vous montrer mon point de vue sur l'hypnose. Certains en ont peur, d'autres sont sceptiques ou encore n'ont pas d'idée sur le sujet. Mon avis, c'est que l'hypnose est un outil formidable qui permet de soigner mais aussi de faire rire, ce qui est aussi important. Ce premier épisode touche à sa fin, merci à vous de l'attention que vous m'avez portée pendant ces quelques minutes. Comme beaucoup de monde avant moi, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, remarques et idées dans l'espace dédié à cela. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Facebook histoire de ne rien rater des prochaines sorties. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Tchou!